Du pont le midi. Quelle la fraîcheur d'un regard. Du pont le midi. Le midi. Radio X. Oh! Il est 13h47 minutes. Je mets des écouteurs, là, je me suis entendu pousser. C'est vraiment poche. On change complètement de sujet. Là. Je sais qu'on est absorbé par un sujet très précis au cours des 30 dernières minutes. Mais le prochain sujet, c'est donc quelque chose... c'est pas tout le monde qui vit, mais on connaît quasiment quelqu'un qui est passé par là. Moi, je pense à un de mes chums qui a vu devant ses yeux son ami se tuer en moto dernièrement. Lui, il n'a pas eu d'accident, là. Il a vu faire ça. Il a vu son chum le dépasser et quelques mètres plus loin, perdre le contrôle, puis se tuer, puis d'arrêter à côté, puis débarquer, puis ton chum est mort. Et je lui parlais dernièrement, puis je disais, t'as-tu rembarqué sur ton bicycle? J'ai dit, me semble que, tu sais, je sais que c'est très, très difficile. Suite à l'accident, il était même pas reparti avec sa moto. Et, tu sais, à un moment donné, je sais pas, tu vis d'une C'était en peur. moto, puis lui, il a pas repris sa moto. Finalement, il l'a repris un petit peu, fait un petit bout, puis il a arrêté. Dans quel état? Ouais, c'est ça. Puis je veux pas embarquer dans sa vie privée, je ne sais pas comment il vit ça, mais ça représente pour lui une peur et un stress qui est fort présent. Pour parler de ce sujet-là avec nous, il est psychologue et principal associé à la clinique privée Y2, le docteur Yaniv Bezimra. Monsieur Bezimra, bonjour. Bonjour. Donc, que ce soit en moto, que ce soit en auto, les gens qui sont victimes d'un accident vont... Quel est le pourcentage des gens qui vont vraiment avoir une peur suite à un événement comme celui-là? Bon, c'est certain que la réaction traumatique que vous décrivez va être vécue par beaucoup de personnes, en fait, à certains degrés. Alors, il y a des statistiques qui démontrent, par exemple, que aux États-Unis, 90% des gens sont témoins d'un événement traumatisant. Par exemple, un désastre naturel, un accident de la route, et ainsi de suite. Par contre, quand on regarde combien de pourcentage de ces personnes-là vraiment vivent les réactions qu'on appelle, qui sont associées à un trouble de stress post-traumatique, on parle plutôt de 9 à 10% de ces gens-là vont vraiment vivre les symptômes que vous décrivez comme, par exemple, en partie ce que votre ami a vécu. Et parmi les réactions qu'on regarde, c'est vraiment une réaction assez grave à un stresseur qu'ils ont vécu, et on parle de symptômes assez présents au niveau physiologique et psychologique. Par exemple, la personne va commencer par revivre la scène traumatique dans sa tête, alors ou même dans le sommeil par des cauchemars. Alors on parle de revivre les symptômes, et la personne va chercher par la suite à éviter tout ce qui ressemble à la situation. Alors par exemple, les bruits, le son, l'endroit physique où l'accident a eu lieu, tout ce qui rappelle l'accident va être évité. Et on parle aussi de la personne qui va être souvent aux aguets et en état vraiment d'hypervigilance, qu'on appelle être vraiment hyper éveillé, si on peut dire, malgré l'absence de danger présent ou imminent. Je vais faire mon grand connaisseur. J'ai envie de vous dire rapidement comme ça, oui, mais quand ça arrive, faut rapidement briser la glace. T'es victime d'un accident de voiture, t'as pas envie de repasser où c'est arrivé, t'as pas envie de reprendre ta voiture ou ta moto. Go vite, rapidement, réembarque, puis ça va se passer. Est-ce que ça fait partie des solutions? C'est certain que c'est important d'éviter, de faire ce qu'on appelle de l'évitement à long terme. Maintenant, est-ce que, pour répondre à votre question, est-ce qu'on devrait tout de suite, le lendemain, par exemple, reprendre la route dans le cas d'un accident d'auto? La réponse, c'est pas nécessairement. Ça dépend de l'individu, ça dépend de la réaction que la personne a vécue. Donc, ça se peut que pour une semaine ou deux, la personne n'est pas en mesure de remonter dans une auto, je veux dire, ou dans une moto, ou quel que soit l'accident qu'il y a eu. Donc, il faut vraiment regarder et analyser la réaction de chaque individu, et chaque personne est différente. C'est certain que si la personne, une semaine plus tard, elle se sent quand même assez bien pour reprendre, par exemple, remonter en auto et tout ça. Donc,
c'est correct qu'elle fasse. Par contre, il faut vraiment vérifier que la personne n'est pas en état psychologique vraiment très grave ou grave même, qui pourrait encore causer un autre accident, par exemple. Je comprends. Qu'est-ce qui se produit à ce moment-là à l'intérieur de nous quand on a cette peur-là, cette phobie-là, par exemple, ou ce choc post-traumatique-là? Est-ce que on réussit à l'effacer complètement ou on réussit à un peu le mettre de côté et qu'il restera toujours en nous? OK. Alors, c'est certain que ça dépend encore de l'individu. La réaction est très subjective, si on peut dire. Dans la plupart des cas, d'abord, le traitement pour, si on peut parler du stress post-traumatique, est quand même un traitement qui est laborieux, mais c'est un traitement quand même qui a des résultats. Donc, on n'arrive jamais à effacer complètement la mémoire de l'incident. C'est impossible de le faire, ou très rarement qu'on réussit à le faire. Cependant, ce qu'on arrive à faire, c'est redonner un certain train de vie à la personne avec un niveau de fonctionnalité. Donc la personne peut redevenir fonctionnelle. Souvent dans les cas, par exemple, d'un accident d'auto, la personne va pouvoir reprendre le volant éventuellement. Mais reste que l'individu demeure, souvent va demeurer plus susceptible ou plus anxieux que la moyenne. Je comprends. Parlons maintenant des peurs et des phobies. Moi, j'ai une collègue qui a une peur incroyable, vous n'avez pas idée, elle courait de bout de partout ici. Elle a peur des serpents, puis on avait un invité qui avait emmené un serpent en studio. Il y a des gens qui ont des phobies de des grandes places, de quand il y a beaucoup de monde. Donc, il y a toutes sortes de peurs et de phobies. Est-ce qu'il faut absolument, prenons par exemple celle-là des serpents, est-ce qu'il faut absolument combattre ça, parce que, tu sais, des serpents dans la vie, on peut éviter d'en voir, puis on sera pas plus malheureux. Comment vous voyez ça? Bon, alors, il faut distinguer entre, d'abord, ce qu'on appelle la peur et la phobie. Donc, la phobie, c'est une peur exagérée, et la personne le sait souvent que c'est exagéré parce que la réaction est vraiment pas entre guillemets normale, si on peut dire, à une situation X, Y ou Z. Je comprends très bien. Alors, donc, il n'y a pas de danger comme tel, mais elle a peur de ça pareil. Exactement. Donc, si on parle des serpents, c'est quand même... Il y a des gens qui vont vivre toute leur vie avec une phobie des serpents et vont quand même s'en sortir correct et ils sont quand même fonctionnels. Ça peut être... c'est des gens qu'on remarquerait pas comme des gens qui souffrent énormément. Par contre, c'est certain que quelqu'un qui a une phobie, ça a un impact. Pour que ça devienne une phobie, il faut que ça ait un impact sur ton fonctionnement de tous les jours. Okay. Alors, la peur est irréelle. Est-ce qu'il faut confronter? Ben, c'est certain que ça dépend toujours du degré auquel, par exemple, un serpent, ici au Canada, il n'y en a pas partout des serpents. Donc, une personne peut quand même se tirer d'éviter facilement des serpents, si on peut dire. Si on prend une autre peur par exemple de conduire, qui est encore plus fréquente, là c'est encore un peu plus difficile d'éviter de conduire si par exemple quelqu'un qui habite loin et qui est pas centré et tout ça. Donc, dépendamment de l'impact de la phobie qu'on a, par exemple des araignées, il y a des phobies il y a des gens qui ont peur par exemple du sang. Il y en a qui ont peur de toutes sortes d'animaux. Des ponts. J'entendais des ponts dernièrement. Des ponts aussi, c'est ça. Donc, quelqu'un qui a peur d'un pont et qui doit régulièrement emprunter un pont pour aller travailler, il faut absolument qu'il confronte cette phobie-là. Alors, le traitement des phobies existe. C'est des traitements quand même qui sont assez efficaces. Et qui se font souvent par des stratégies qu'on appelle d'exposition graduelle à l'événement anxiogène. Donc, on va confronter, en fait, on va pousser la personne à éventuellement confronter sa peur de, par exemple, conduire sur un pont. Et ça se fait par vraiment ce qu'on appelle de l'exposition graduelle. Donc, la personne va disons, traverser des ponts qui sont durant des heures où il y a très peu de trafic, par exemple, ou des ponts plus petits, moins dangereux, et le risque de danger perçu va augmenter au fur et à mesure que la personne se sent plus à l'aise avec chacune des situations. OK. Donc, confronter graduellement à chacune des peurs, c'est la meilleure, ou des phobies, c'est la meilleure méthode pour peut-être enrayer ce problème-là. C'est une des méthodes qui est la plus efficace. C'est certain que les autres traitements qui existent, on parle évidemment de la psychothérapie cognitive comportementale. Et là, qu'est-ce qu'on fait? C'est vraiment le psychologue ou le thérapeute va s'asseoir avec l'individu et va essayer de changer ou modifier les peurs
ou les pensées, les croyances que la personne a envers une situation, des croyances qui sont irréelles ou exagérées, on va essayer de les modifier avec des croyances plus appropriées pour la situation, en espérant que les réactions émotives changent éventuellement. Donc ça, c'est une autre façon. Et l'autre, c'est certain que probablement le traitement le plus fréquent aujourd'hui, c'est le traitement médicamenteux. Alors si on peut dire la pharmacologie. Et là, on a toutes sortes de drogues qui existent, des antidépresseurs ou des anti-anxiété, des drogues anti-anxiété qui existent et qui aident dans la gestion des symptômes que vive la personne. Et c'est certain que plus que la personne vit des symptômes élevés et présents, plus qu'il faut considérer le traitement pharmacologique. Et généralement, le meilleur traitement, ce qu'on voit dans les études, c'est une combinaison du traitement psychologique et pharmacologique, surtout pour les gens qui ont des situations assez élevées comme le stress post-traumatique. Et en passant, c'est important de remarquer que les gens qui ont, par exemple, un stress post-traumatique, souvent aussi vont vivre un trouble de dépression majeure, par exemple, ou des problèmes de dépendance, parce qu'ils deviennent désespérés par rapport à leurs symptômes, par rapport au fait qu'ils n'arrivent pas à gérer comme il faut ce qu'ils vivent physiquement, psychologiquement et émotionnellement. Alors, certaines personnes vont avoir recours à l'alcool, par exemple, vont développer une dépendance à l'alcool, ou vont devenir déprimés. Et donc là, on parle d'un traitement souvent qui va cibler non seulement le trouble anxieux qui existe, mais aussi un second trouble, soit de dépendance, soit de dépression, ainsi de suite. Avez-vous l'impression qu'il y en a de plus en plus? C'est drôle, parce que vous disiez au début de votre réponse, là, vous avez dit, tu sais, beaucoup de choses irréelles ou, qui ont pas d'allure, tu sais, puis on en voit sur Internet avec toutes les communications autour de nous maintenant, on voit beaucoup de choses irréelles qui ont pas de bon sens, qui sont des pures inventions, des légendes urbaines totalement inventées qui sont promulguées par Facebook et toutes ces autres merdes-là. Est-ce que il y a de plus en plus de gens qui développent des phobies comme ça? Ben, je pense que on le voit un peu plus fréquemment qu'avant, et je pense qu'en réalité, vous avez touché à quelque chose d'intéressant ici, qui est à quel degré nous sommes exposés aujourd'hui aux nouvelles. Alors vraiment, partout on allume l'internet, on a accès aux nouvelles, on allume la télé, on a accès aux nouvelles, nos cellulaires, on peut avoir des textes ou des... Donc on est vraiment 24/7 avec des nouvelles, et souvent qu'est-ce qui arrive quand tu regardes les nouvelles, c'est des choses catastrophiques qui sont arrivées ailleurs dans le monde ou ici. Alors souvent on entend parler d'accidents mortels, accidents de la route, des guerres qui existent. Donc de plus en plus les gens, on est exposés à des mauvaises nouvelles, à des situations qui sont potentiellement anxiogènes pour beaucoup de personnes. Et c'est certain que quelqu'un qui a déjà la génétique sensible, si on peut dire, et qui est déjà une personne plus anxieuse de nature, ces personnes-là ont tendance à développer des peurs et éventuellement des phobies ou des anxiétés telles qu'on le voit. D'accord. Merci beaucoup, Dr Benzimra. Plaisir. Merci, au revoir. C'était le Dr Yaniv Benzimra, psychologue et principal associé à la clinique privée Y2